Fabienne Keller, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, donc députée européenne Renaissance. Vous êtes aussi à la questure au Parlement européen. On va en parler parce que le Parlement est secoué par une affaire de corruption présumée. Une vice-présidente grecque est écrouée. Pourquoi personne n'a rien remarqué au Parlement avant que les services secrets et la police ne fassent leur travail ? Nous ne le savons pas encore. Peut-être qu'on le découvrira au fur et à mesure de la procédure, du travail d'instruction. Mais c'est évidemment un immense choc. Eva Kaili était vice-présidente, membre du bureau. Voilà, rien n'apparaissait au sein du groupe socialiste. Mais c'est vrai que quand on réécoute ce qu'elle a pu dire en séance plénière en novembre au sujet de l'exemption de visa pour le Qatar, donc ce texte qui était en question, on trouve que c'est bizarre. Oui. On recolle des morceaux. Bien sûr, et après coup. Mais après coup. À la questure, où on gère un peu l'intendance aussi du Parlement européen, vous pouvez vous doter de moyens, de fonctionnaires qui pourraient surveiller les activités de chacun ? Oui, on peut progresser et c'est les points qui ont été inclus dans la résolution qu'on a tous adoptée, enfin très majoritairement adoptée hier. Même si, comme nous venons de le dire, comme on ne sait pas tout, on découvrira peut-être des choses complémentaires. Par exemple, mon groupe, c'est avec Stéphane Séjourné. Le groupe Renaissance ? Le groupe Renaissance, on demande une haute autorité, à l'image de ce qui existe en France, avec déclaration du patrimoine au début et à la fin. Sur la transparence de la vie publique en France, HATVP, oui, l'équivalent. Voilà. Chacun déclare et comme ça on peut dire il y a des problèmes. Voilà, parce qu'on voit s'il y a un enrichissement sans source déclarée. Donc ça n'existe pas. Autre point, le registre de transparence. Les personnes qui entrent au Parlement doivent en principe s'inscrire sur un registre. Franchement, on peut l'améliorer en termes de vérification. Notamment les assistants parlementaires rencontrent qui ils veulent et ils signalent rien. Alors, moi, quand mon assistant rencontre quelqu'un en mon nom, je l'inscris dans la liste des rendez-vous que je prends. Mais troisième point, cette liste, elle n'est pas obligatoire. On peut le déclarer si on veut, mais si on regarde sur le compte d'Eva Kaili sur le site du Parlement, elle n'a rien déclaré. Donc, c'est peut-être qu'il faut passer, moi je le souhaite, à une déclaration obligatoire. Est-ce qu'il faut aller plus loin et remettre en question tout le système d'accueil de ce qu'on appelle les lobbies, ce qui au Parlement européen est considéré comme normal, chacun vient défendre ses intérêts. Est-ce qu'il faut être plus rigide ? Alors, il y a plusieurs conceptions, mais les lobbies, c'est aussi des associations, des syndicats, des ONG, des ONG environnementales, enfin des structures organisées. Donc s'informer auprès d'elles, avoir de connaissance de leurs préoccupations, de leurs convictions, ça peut faire partie de la construction d'une opinion, parce que notre objectif, c'est de comprendre l'intérêt général, l'intérêt de tous, de croiser les regards. Moi, je pense qu'il ne faut pas les interdire par principe, il faut fixer quand même des critères, il faut qu'ils défendent un intérêt supérieur de citoyens ou un objectif partagé, et puis il faut surtout le déclarer. Et c'est cette transparence qui garantit qu'il n'y a pas d'influence excessive. Alors l'enquête n'en est qu'à ses débuts, mais d'après les premiers aveux du compagnon d'Eva Kaili, il y aurait le Qatar, il y aurait peut-être aussi le Maroc. Une fois que l'enquête sera terminée, qu'on saura quels pays ont tenté de corrompre, est-ce qu'il faudra des sanctions d'ordre diplomatique entre l'UE et ces pays ? C'est trop tôt pour le dire, on ne sait pas exactement de quelle nature sont ces influences. Le Qatar, par exemple, je crois, nie pour l'instant. Peut-être d'ailleurs qu'ils sont tombés dans un piège eux-mêmes, qu'on a corrompu en leur nom, que ce n'est pas eux. Nous verrons. Ce qui est clair, c'est qu'il faudra prendre des mesures à l'égard de ceux qui auraient tenté de détourner certains de leur mission. Maintenant, c'est avant tout leur responsabilité à eux. Alors, Nous sommes élus, on doit avoir une éthique personnelle, on sait qu'on est là pour défendre l'intérêt des Européens, voilà, et ça doit être notre seul guide. S'est tenu hier un sommet européen pour financer l'aide à l'Ukraine, 18 milliards d'euros. Est-ce que l'Europe a encore les moyens militaires et économiques de soutenir l'Ukraine ? L'Europe ne peut pas ne pas soutenir l'Ukraine. Bien sûr, elle est endettée déjà par le plan de relance, mais elle crée des ressources propres. C'est un voisin qui protège l'Europe face à la Russie, qui est à genoux. Bombardé, avec des missiles qui ont détruit des écoles, des hôpitaux, des centres de vie. C'est un pays qui a du mal à lui-même lever des ressources financières. Nous l'aidons. C'est vraiment la mission première de l'Union. Et en échange, ce sont les entreprises françaises, allemandes, italiennes qui reconstruiront l'Ukraine, qui auront les marchés ? C'est aussi ça, la réelle politique. Oui, peut-être, mais surtout, nous créons une espèce de ceinture de paix, en fait. On a besoin que l'Ukraine soit du côté de l'Union européenne. Et pas seulement du côté de l'OTAN. Et des pas Américains. Seulement du côté de l'OTAN, mais l'Ukraine a affirmé très clairement
qu'elle souhaitait rejoindre l'Union européenne. On a accepté sa candidature. Et il y a des liens assez forts, notamment avec la Pologne et la Roumanie. Je m'y suis moi-même rendue. C'est très impressionnant. Et puis, il y a des aides aussi qui vont se développer probablement de manière décentralisée pour les écoles. Vous savez que les écoles ne fonctionnent pas. Tout le monde est à l'école à distance, hein, même dans le pays, soit parce que les jeunes sont déplacés avec leur maman en général, soit parce que les écoles sont occupées par des réfugiés. Donc, épauler ce pays pour reconstruire très vite un système éducatif, c'est fondamental pour une nation. À propos d'Ukraine, on apprend qu'Édouard Philippe va se rendre à Kiev. Ça ressemble un peu à quelqu'un qui se donne une dimension internationale en vue de 2027 quand même. Hein. Je crois qu'Édouard Philippe a une dimension internationale. Nous sommes nombreux à être allés en Ukraine. C'est très apprécié par les citoyens là-bas, de voir des Européens, plus de très haut niveau comme Édouard Philippe, venir à leur soutien et écouter. Peut-être que c'est aussi le maire du Havre qui va pour pouvoir épauler un territoire ami. Alors l'Union européenne se débat aussi face à la crise énergétique. Alors certes, on s'échange des surplus d'énergie quand on en a, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le calcul du prix, par exemple. Alors il semble que hier soir, tard, ils aient un peu progressé sur cette question de comment œuvrer ensemble sur la question du prix de l'énergie. Vous êtes optimiste? Je suis optimiste, comme chaque fois. Quand il y a un sujet difficile en Europe, on part de points de vue assez différents. Les Allemands ont des habitudes d'alimentation en gaz russe illimité. Nous, on a une toute autre stratégie avec du nucléaire, avec beaucoup d'énergie renouvelable. Les Allemands ont décidé de mettre 200 milliards, énormément de moyens là-dessus. Il faut qu'ils acceptent de rendre plus européen cette stratégie. C'est un peu chacun pour soi, quoi. Oui, et puis est-ce qu'on peut vraiment plafonner les prix? Est-ce que ça marche ou pas? C'est un peu une question de théorie du marché de l'énergie. Mieux intégrer aussi nos marchés de l'électricité. Il y a un peu d'interconnexion, mais pas tant que ça. Voilà, c'est ces sujets-là, un mécanisme réaliste et accepté par tous. Mais on progresse beaucoup. Et je dois dire que la préparation de l'hiver prochain exige que nous nous mettions d'accord. La Hongrie, pendant ce temps, était privée d'une bonne partie de ses subventions européennes. Est-ce que ça va être efficace sur Budapest? Nous ressentons que, peut-être pour la première fois, M. Orban sent une très forte pression. Et il bouge. Et il bouge puisqu'il a accepté de lever son blocage sur la fiscalité à 15% pour les GAFA, hein, qui a été accordée par l'OCDE sur son principe. En fait, tous les pays du monde ont besoin de ressources et on avait ce secteur économique, le numérique, qui ne payait pas d'impôts. Hein. Rien pour les routes, pour l'enseignement, pour les hôpitaux. Ce n'était pas possible, ce n'était pas juste. Donc les pays de l'OCDE se mettent d'accord il y a plus d'1 an. Et on n'arrive pas à le décliner au niveau européen parce que les Hongrois bloquent. Et donc là, c'est par la menace sur ce qu'on appelle le règlement de conditionnalité. C'est-à-dire que la Hongrie, pour l'instant, ne touche pas un certain nombre de montants de règlements relatifs à la cohésion. Bon, c'est un peu technique. Au motif, justement, qu'elle ne respecte pas justice indépendante, liberté des médias en particulier. Et là, elle vient de lâcher, elle avait pris un gage, qui était cet impôt minimal, qu'elle a lâché en contrepartie d'une validation de son plan de relance dans le principe, mais pas de versement tant qu'un certain nombre de critères ne sont pas respectés. Parlons un peu de la majorité macroniste, majorité relative en France. On a Renaissance, on a le Modem, Horizon, Agir. L'avenir du macronisme, c'est une suite d'écuries présidentielles qui vont être en compétition? Alors, Agir a rejoint Renaissance, oui, pour simplifier le paysage. Mais effectivement, la majorité Ensemble, qui se nomme Ensemble, est composée du Modem, d'Horizon et de Renaissance, nouveau parti créé avec... comme clair objectif de fédérer tous ceux qui veulent soutenir le président. Qu'est-ce que ça veut dire, fédérer? Parce qu'à un moment donné, il faudra un candidat, il faudra un héritier. Bien sûr, ça veut dire travailler ensemble, essayer de trouver des propositions pour porter le mandat actuel du président. Hein, il y a encore plus de 4 ans. Affronter des oppositions. Au service des Français, affronter des oppositions, faire des propositions aussi, comme nous avons remis sur le métier le sujet du partage de la valeur dans ces moments difficiles pour beaucoup de Français. Donc nous travaillerons peut-être sur un autre sujet comme l'asile et la migration,
aux côtés du gouvernement, mais en force de proposition. C'est ça l'ADN de Renaissance, mais aussi plus largement de tous les partis de la majorité présidentielle. L'horizon proche, c'est la réforme des retraites. Alors 64 ans, dit plutôt la droite, une partie de la droite, 65 veut le gouvernement, 67 propose Édouard Philippe, et rien du tout, disent les syndicats, et une bonne partie des Français sondés. Est-ce que vous allez vers un conflit social majeur ? Alors ça, j'espère que non. Mais moi, en tant que députée européenne, je regarde ce qui se passe dans d'autres pays européens. Et les Européens nous regardent comme des gens en retard. Exactement, ils ont pris acte du fait que la durée de vie en bonne santé s'était rallongée et donc il était assez naturel de partir à la retraite plus tard. C'est beaucoup plus tard en Allemagne donc, et dans la plupart des pays européens. Espagne, Italie, ça a reculé aussi. Voilà, donc prenons exemple. Moi je trouve que l'Europe c'est souvent, vous savez, dans d'autres pays européens on est à la fois chez nous et ailleurs, mais c'est souvent une bonne idée de regarder comment ils gèrent un sujet. Donc peut-être que ça pourrait amener un peu de paix dans les débats avec les représentants des syndicats et des personnels. Mais je pense qu'il faut être raisonnable et bien sûr traiter les carrières longues et les métiers difficiles et pénibles. Ça, c'est clair que c'est une autre catégorie. Mais pour les gens qui ont des boulots intéressants et qui n'usent pas leur santé, il me semble raisonnable de décaler l'âge de la retraite. Alors vous avez été maire de Strasbourg, qui a été frappé par un attentat il y a quelques années sur le marché de Noël. Ça hante encore les esprits ? Nous avons commémoré les 4 ans de cet abominable attentat qui a tué 5 personnes, blessé beaucoup d'autres. Un garçon complètement fou, enfin radicalisé. Plutôt, visiblement, le procès n'est pas ouvert encore, mais une démarche assez individuelle avec des complices, puisqu'il avait une arme. Et la peur est là, mais toujours. La peur est là, c'était le marché de Noël, un jour magique, voilà, un mercredi soir. Enfin, et la tragédie qui arrive. Ça pourrait vous intéresser de retenter votre chance à la mairie de Strasbourg en 2026 ? Je reste passionnée par Strasbourg et j'œuvre aujourd'hui au Parlement européen pour la mission européenne de Strasbourg, qui est malheureusement redevenue pleinement d'actualité avec ce sujet de la paix qu'incarne le projet européen et le choix de Strasbourg fait par les fondateurs. Et on verra plus tard pour la suite. Fabienne Keller, merci, bonne journée. Merci beaucoup Fabienne Keller, merci beaucoup Christophe Barbier. Votre invité lundi, Christophe, à 8h moins le quart sera Laurence Boone, secrétaire d'État chargée de l'Europe. On va parler de l'Europe encore. Eh oui, on en a bien besoin. Radio J, retrouvez le Barbier du matin sur le site